Je ne veux plus prendre le temps de bien présenter. Donc, professeur, nous vous donnons la parole pour votre Oui, présentation. merci. Je voudrais tout d'abord remercier le laboratoire Strides pour cette opportunité qui nous est donnée de parler des neuropathies périphériques. Les neuropathies périphériques étant donc des pathologies largement rencontrées en neurologie, donc c'est un des motifs les plus fréquents de consultation en neurologie. Alors, les objectifs de cette présentation, c'est de pouvoir comprendre les neuropathies périphériques, c'est-à-dire maîtriser les connaissances fondamentales pour une prise en charge optimale, reconnaître les signes cliniques, établir un diagnostic précis et optimiser le traitement. En définition, on dira que les neuropathies périphériques, donc sur le plan médical, c'est un ensemble d'affections qui va toucher les nerfs périphériques et qui va altérer donc la transmission de l'influx nerveux. Et sur le plan structural, donc, ça va toucher des nerfs sensitifs, ça va toucher des nerfs moteurs et des nerfs autonomes, sachant que un nerf donc, est mixte et il comprend à la fois des fibres sensitives, des fibres motrices et des fibres végétatives. Donc, ça peut toucher un ou plusieurs nerfs simultanés. Et le problème est que ça pourra avoir un impact fonctionnel, notamment, ça peut provoquer des troubles sensitifs, des troubles moteurs ou neurovégétatifs qui va altérer considérablement donc, la qualité de vie. Alors, pour classer les neuropathies périphériques, il y a plusieurs types de classifications. On peut faire une classification selon la distribution topographique. Il y a ce qu'on appelle les polyneuropathies, les mononeuropathies et les mononeuropathies multiples ou multineuropathies. Il y a la classification selon le mécanisme lésionnel, à savoir les neuropathies axonales, les neuropathies démyélinisantes et les neuropathies mixtes. Et vous avez aussi une classification qui peut se faire selon le mode évolutif, en sachant qu'il y a des neuropathies aiguës, des subaiguës et des chroniques. Et puis, il y a, selon le mode originel, il y a des neuropathies qui sont héréditaires et d'autres qui sont acquises. Alors, un petit rappel anatomique sur les structures du système nerveux périphérique. Il faut savoir que, d'une manière générale, le système nerveux est divisé en deux parties. Le système nerveux central, qui va être le centre de la commande, et le système nerveux périphérique qui va exécuter les ordres transmis par le système nerveux central. Et quand on parle du système nerveux périphérique, on pense aux nerfs crâniens, on pense aux nerfs rachidiens et aux ganglions nerveux. Et en sachant qu'à ce niveau, vous avez une division fonctionnelle en composantes sensitives, composantes motrices et composantes neurovégétatives. Alors, si on prend une histologie, une coupe histologique d'un nerf, vous allez retrouver plusieurs éléments. Vous avez la fibre nerveuse à l'intérieur de laquelle donc, vous avez des fibres qui sont amyéliniques ou des fibres avec une gaine de myéline, en sachant que les fibres possédant une gaine de myéline accélèrent la conduction nerveuse, tandis que les fibres amyéliniques vont avoir une conduction beaucoup plus lente. Et les fibres donc présentant une gaine de myéline, on va retrouver des interruptions régulières de la myéline qui va donc assurer cette conduction dite saltatoire qu'on va retrouver. Alors, donc, il y a plusieurs types de fibres nerveuses selon leur fonction. Vous avez des fibres myélinisées et parmi les fibres myélinisées, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les fibres A-alpha, qui sont les fibres myélinisées de plus grand diamètre, qui peuvent conduire à une vitesse allant de 70 à 120 mètres par seconde et qui vont être impliqués dans tout ce qui est activité motrice et proprioception, alors que les fibres C, qui ne sont pas myélinisées, vont conduire à une vitesse de 0,5 à 2 mètres par seconde et vont conduire essentiellement la douleur et puis l'activité neurovégétative. Alors, un petit rappel sur la physiologie de la conduction nerveuse. Il faut savoir que on parle de potentiel d'action, de potentiel de repos. Le potentiel de repos étant donc cet état où la membrane neuronale est au repos avec un intérieur négatif. Et lorsqu'un stimulus arrive, il y aura ce qu'on appelle une dépolarisation de cette membrane.
avec l'ouverture des canaux sodiques et l'entrée massive de sodium. Ensuite, une fois que le potentiel d'action a pris fin, on a une repolarisation qui se met en place avec fermeture des canaux sodiques. Sur le plan donc, de la propagation de l'influx nerveux, on a dit tantôt que ça peut être une propagation saltatoire, donc ça se fait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Et ce type de conduction donc, est rapide. Ça peut aller jusqu'à 120 mètres par seconde. Et l'avantage, c'est que ça permet d'économiser de l'énergie. Alors que la conduction continue, qu'on retrouve dans les fibres non myélinisées, est très lente, de l'ordre de 0,5 à 2 mètres par seconde, et ça consomme beaucoup d'énergie, paradoxalement. Sur le plan donc, des mécanismes à l'origine des neuropathies, vous avez deux types de mécanismes. Vous avez la démyélinisation, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de la gaine de myéline qui peut se faire. Et cette destruction est souvent d'origine dysimmunitaire, c'est généralement après une réaction auto-immune contre des composants myéliniques. Donc, on va retrouver ça surtout dans des pathologies inflammatoires. Et vous avez l'autre mécanisme qui est la dégénérescence axonale, et dans laquelle vous avez deux types. Vous avez la dégénérescence wallérienne, et très souvent, c'est lorsque vous avez un traumatisme sur l'axone. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une séparation de l'axone de son corps cellulaire avec fragmentation progressive du segment distal. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le dying back, c'est-à-dire une dégénérescence qui va se faire à partir des terminaisons axonales, et donc le déficit va progresser vers la partie proximale du neurone. C'est ce qu'on retrouve dans les neuropathies toxiques, les neuropathies diabétiques et les neuropathies par carence vitaminique. Sur le plan clinique, la présentation générale, on a des symptômes qui peuvent être ce qu'on appelle longueur dépendant, c'est-à-dire que les signes vont intéresser les parties les plus distales, n'est-ce pas? Ça veut dire les extrémités des membres inférieurs ou les extrémités des membres supérieurs. On peut aussi avoir une distribution qui peut être asymétrique, qui peut concerner un certain nombre de troncs nerveux ou bien multifocal. Et comme le nerf est mixte, vous pouvez avoir des atteintes, des manifestations qui peuvent être sensitives, qui peuvent être motrices, végétatives ou mixtes. Et comme on l'a dit tantôt, le mode d'installation peut être aigu, notamment dans les polyradiculonévrites, souvent aigus, avec l'exemple du syndrome de Guillain-Barré, mais aussi ça peut être des manifestations chroniques comme les polyneuropathies en rapport avec le diabète. Donc, l'expression clinique des neuropathies va varier considérablement selon leur étiologie, selon les fibres atteintes et leur distribution. Quand on prend les signes moteurs, ça sera d'abord la faiblesse musculaire. Et cette faiblesse musculaire évolue souvent de la partie distale vers la partie proximale. Ça va prédominer aux membres inférieurs, et on peut tester cette faiblesse-là par la cotation de 0 à 5. On peut retrouver aussi une amyotrophie musculaire, une atrophie progressive par dénervation. Et là, vous avez une image qui vous montre effectivement qu'il y a une atrophie des interosseux. C'est bien visible sur cette image. Les espaces interosseux sont creusés. Parfois, au niveau des pieds, on peut avoir des déformations. Alors, on va, sur le plan objectif, donc, faire un examen neurologique. Notamment, on va rechercher des réflexes. Et très souvent, dans les atteintes nerveuses périphériques, vous avez soit une hyporéflexie, c'est-à-dire une diminution de l'intensité des réflexes, surtout dans les neuropathies axonales, ou bien une aréflexie, donc abolition complexe des réflexes, et ça marque généralement une atteinte plus sévère. Vous pouvez aussi avoir ce phénomène de dispersion des réflexes qui est typique des neuropathies démyélinisantes. Sur le plan sensitif, vous pouvez avoir des paresthésies, à savoir des sensations anormales non douloureuses, des fourmillements, picotements, des engourdissements, des sensations de stiction, avec une distribution qui peut se faire en chaussettes et en gants. On a l'impression que la personne ressent les troubles comme s'il portait des chaussettes ou comme s'il portait des gants. Ça peut être des dysesthésies. En fait, les dysesthésies, ce sont des sensations anormalement désagréables, comme des brûlures, des décharges électriques.
Et tout cela aura un impact sur la personne, notamment ça peut perturber le sommeil, ça peut entraîner des limitations dans les activités quotidiennes, ça peut avoir un retentissement psychologique et une altération, bien sûr, de la qualité de vie. Alors, il y a plusieurs moyens donc d'explorer donc la sensibilité. On peut faire ce qu'on appelle rechercher le toucher léger, la sensibilité vibratoire, la proprioception, la sensibilité à la douleur ou à la température. Et puis, vous avez aussi le groupe, n'oubliez pas, donc les trois catégories de signes, les signes moteurs, les signes sensitifs, mais aussi les signes neurovégétatifs. Et là, vous pouvez retrouver des troubles sudoraux. Ça peut être un manque de sueur ou bien un excès de sueur. Quand c'est un manque, on parle d'anhydrose ou alors d'hyperhydrose. Ou bien on peut avoir même une dysrégulation thermique avec une altération de la régulation de la température cutanée. Et on peut aussi avoir des troubles cardiovasculaires dus à l'atteinte du système nerveux autonome, avec notamment l'hypotension orthostatique, parfois des syncopes posturales, une tachycardie de repos, la réduction de la variabilité cardiaque. On peut toujours, dans ces signes neurovégétatifs qui sont nombreux, avoir des troubles digestifs, une gastroparésie, des diarrhées. Parfois, on va penser que c'est infectieux, mais en fait, c'est lié à la neuropathie. Une diarrhée motrice nocturne, une constipation réfractaire, une incontinence fécale, parfois des troubles urinaires, issus neurologiques, dysurie, rétention, ou même des troubles sexuels avec une dysfonction érectile, des éjaculations rétrogrades, une sécheresse vaginale. Tout ça en rapport donc avec la neuropathie. Il ne faut pas aller chercher une affection urologique ou pas, ça peut être vraiment lié donc à cette neuropathie. Sur le plan des formes cliniques, vous avez la forme la plus fréquente, c'est la polyneuropathie sensitivo-motrice. Donc, elle a une distribution longueur dépendante avec une atteinte qui est plutôt symétrique, en chaussettes puis en gants. On retrouve des signes mixtes, un déficit sensitif et moteur d'intensité variable, avec une progression qui est ascendante. Donc, ici, c'est la forme la plus fréquente donc, des neuropathies périphériques et elle se retrouve typiquement dans les étiologies métaboliques, notamment au cours du diabète, au cours de l'alcoolisme chronique et les carences vitaminiques. Alors, d'autres formes cliniques existent. Il y a des formes qui sont sensitives pures. On peut avoir des formes sensitives pures, notamment c'est les neuropathies des petites fibres. Parce que je rappelle que vous avez plusieurs types de fibres, on les a vus. On peut avoir des neuropathies qui vont intéresser essentiellement les fibres qui véhiculent la douleur et la température. En ce moment-là, vous aurez des douleurs, c'est des neuropathies souvent très douloureuses, brûlantes, intenses, avec des troubles végétatifs précoces. Et très souvent, dans ce type de neuropathie, il n'y a pas, donc l'examen clinique est souvent normal. Ensuite, vous avez les neuronopathies sensitives. Neuronopathie sensitive, ça veut dire que la neuropathie intéresse le ganglion, le corps cellulaire du nerf sensitif qui est situé dans le ganglion sensitif. Et donc, ça va donner essentiellement des tableaux d'ataxie, c'est-à-dire ça va intéresser des troubles. Ataxie, c'est quand vous avez des troubles de la coordination des mouvements et ça n'a pas cette distribution dite longueur dépendante. Vous pouvez retrouver aussi des neuropathies sensitives qui sont souvent héréditaires, hein, avec des formations articulaires. Généralement, les neuropathies héréditaires associent des troubles ostéo-articulaires. Et très souvent, ce qui va vous mettre sur la piste, c'est déjà la lenteur de progression de ces neuropathies, mais également les signes extra-neurologiques que vous pouvez retrouver, notamment les déformations osseuses. On parle de pieds creux. Et généralement, ce sont des neuropathies qui peuvent très souvent être motrices, mais aussi on peut retrouver des cas de neuropathie sensitive. Et puis, vous avez les neuropathies toxiques qui sont souvent d'origine sensitive, par atteinte sensitive pure. Alors, les autres formes cliniques, vous avez des formes de polyneuropathie à prédominance motrice. Et dans ça, il y a trois catégories. Il y a la neuropathie motrice multifocale qui va associer un déficit moteur asymétrique, une absence d'atteinte sensitive,
des blocs de conduction et des anticorps anti-GME. Vous avez le syndrome de Guillain-Barré, que vous connaissez tous, qui va donner une polyradiculoneuropathie qui est cette fois-ci ascendante, un déficit moteur avec une installation qui est rapide. On retrouve très souvent une aréflexie généralisée. Et quand vous faites la ponction lombaire, vous pouvez retrouver une dissociation albuminocytologique, c'est-à-dire que vous aurez une élévation de l'albumine alors que les cellules ne sont pas en quantité élevée. Et vous avez les neuropathies motrices héréditaires dont l'évolution est souvent très lente, histoire familiale souvent positive, avec déformation des pieds et préservation sensitive. Vous avez le cas des mononeuropathies. Les mononeuropathies, c'est lorsque c'est un seul tronc nerveux qui est touché. Ça peut être le nerf médian, ça peut être le nerf radial, ça peut être le nerf cubital, ça peut être le SPE, le SPI. Donc ici, c'est une atteinte isolée d'un tronc nerveux unique, souvent par une compression, très souvent, ou par traumatisme. C'est le cas, par exemple, du syndrome du canal carpien, qui est une atteinte du nerf médian au niveau du canal carpien. Vous avez le cas de la paralysie faciale à frigorée et la méralgie paresthésique. Vous avez ensuite, dans la deuxième colonne, les mononeuropathies multiples, encore appelées multineuropathies, où vous avez une atteinte simultanée de plusieurs troncs nerveux avec une distribution qui est asymétrique. C'est ce qu'on retrouve dans les tableaux de vascularite, dans la sarcoïdose, dans certaines formes de diabète et au cours donc de l'infiltration tumorale. Et vous avez le cas des plexopathies. Sachez que quand vous avez dans la distribution, vous avez les racines. Ensuite, après, les racines vont s'anastomoser pour former des plexus. Quand vous avez une atteinte des plexus, on parle de plexopathie. Donc, c'est une atteinte d'un plexus nerveux. Et la plexopathie peut être brachiale, elle peut être lombosacrée, etc. Alors, sur le plan du diagnostic positif, alors, l'approche est d'abord clinique. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle un interrogatoire détaillé pour s'enquérir du mode d'installation et de l'évolution des symptômes. Rechercher des antécédents médicaux et familiaux, la notion d'exposition à des toxiques ou à des médicaments. Parce que vous avez vu que les étiologies sont nombreuses. Il faut faire un examen neurologique complet, évaluer la force motrice, les tonus, les réflexes, la sensibilité, rechercher des signes neurovégétatifs, déterminer la distribution topographique. Faire aussi un examen général, hein, pas se cantonner seulement sur l'examen neurologique, rechercher des signes systémiques, palper les nerfs, etc., inspection des pieds et des mains, et puis utiliser des scores ou échelles. Il y a des scores ou échelles qui permettent de quantifier en fait le déficit ou l'incapacité, par exemple le score ONLS et le score MRC pour la force motrice, le DN4 pour la douleur neuropathique, par exemple. Alors, maintenant, il y a l'approche clinique, mais il y a aussi les examens électrophysiologiques, notamment l'électroneurommyogramme, qui est un examen clé dans le diagnostic des neuropathies périphériques. Notamment, vous voyez que ça va permettre de distinguer si c'est une neuropathie axonale ou c'est une neuropathie démyélisante, en sachant que le pronostic n'est pas le même. Une neuropathie démyélisante a un meilleur pronostic à une neuropathie axonale. Vous allez aussi faire ce qu'on a la détection à l'aiguille pour voir s'il n'y a pas de dénervation et rechercher des troubles neurovégétatifs. Donc, ça va permettre de confirmer le diagnostic, de préciser le type d'atteinte, d'évaluer la sévérité et de suivre l'évolution et orienter même vers certaines étiologies. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. L'électromyogramme, ça permet de faire la différence entre la neuropathie dite axonale, la colonne du milieu, et la neuropathie démyélisante, qui est la colonne de droite. On voit qu'au repos, quand vous avez une neuropathie axonale, vous allez voir des activités spontanées qui vont apparaître, notamment de la fibrillation. Alors que dans les neuropathies démyélisantes, ce n'est pas le cas. À l'effort également, vous retrouverez un certain nombre de patterns que vous ne retrouverez pas dans les neuropathies démyélinisantes. La conduction nerveuse également permet de faire la différence entre les deux types de neuropathie. Vous voyez que dans les démyélinisations, on parle surtout de
vitesse, on parle de bloc de conduction, on parle de dispersion temporelle, on parle de latence allongée et non-F allongée, alors que dans les atteintes axonales, on va plutôt parler d'amplitude qui baisse, etc., alors que les autres aspects sont conservés. Alors, devant une neuropathie, il y a un certain nombre d'examens qu'il faut faire. Ces examens-là comprennent le bilan standard, à savoir la numération formule sanguine, la glycémie, la fonction rénale, le bilan hépatique, le bilan inflammatoire, la VSCRP, mais vous devez aussi faire un bilan métabolique, notamment l'hémoglobine glyquée, l'électrophorèse sérique des protéines, le bilan thyroïdien, les vitamines B1, B6, B12, l'homocystéinémie et le bilan immunologique notamment avec les auto-anticorps, la gliobuline. Mais vous voyez qu'en bas, il y a encore d'autres bilans qui peuvent être réalisés selon l'orientation clinique, à savoir les sérologies infectieuses, le VIH, Lyme, hépatite, recherche de métaux lourds, l'analyse du liquide céphalorachidien qui peut révéler une dissociation albuminocytologique dans les polyradiculonévrites inflammatoires. La biopsie nerveuse, on en parle, mais en général, la biopsie nerveuse est réservée essentiellement pour les cas diagnostiques difficiles. Par exemple, vous suspectez une suspicion de neuropathie amyloïde ou de vascularite ou même de la lèpre, on peut faire la biopsie. Mais dans les autres cas, sachez que c'est quand même agressif. Hein? Vous allez prélever un nerf sural, vous allez créer des douleurs parce que c'est un nerf sensitif que vous allez prélever. Donc, c'est une procédure qui est invasive avec des séquelles parfois sensitives qui vont durer longtemps. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est surtout fait dans les centres vraiment très spécialisés pour l'analyse. Avec quoi il ne faut pas confondre les neuropathies périphériques, donc c'est avec les myélopathies. Vous savez que les myélopathies appartiennent au système nerveux central. C'est les compressions médulaires, ce sont les myélites, ainsi de suite, la sclérose en plaques, les syndromes cérébelleux qui peuvent donner effectivement, peuvent parfois prêter le change à travers leurs signes, ça peut prêter le change avec des atteintes périphériques. C'est aussi le cas donc, des maladies musculaires, notamment les myopathies, les maladies de la jonction neuromusculaire, qui peuvent aussi donc, prêter le change avec donc, les neuropathies dites périphériques. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est de la démarche étiologique, du diagnostic étiologique, le diagnostic étiologique va suivre une démarche systématique. D'abord, il faut caractériser au plan clinique le mode d'installation, la distribution des signes, le type d'atteinte, les premiers éléments d'orientation. Il y a le typage électrophysiologique. Il y a aussi les explorations biologiques dont on a fait cas précédemment et à l'enquête génétique, c'est-à-dire rechercher l'histoire familiale, l'âge de début, les tests génétiques ciblés. Voilà donc sur le plan étiologique les trois catégories de neuropathie que vous pouvez avoir. Vous avez les neuropathies héréditaires. Bon, c'est vrai que ce n'est pas les plus nombreuses, hein, on les a mis en un, mais c'est les... Bon, donc, ce sont des neuropathies à transmission génétique, d'apparition très lentement progressive. Vous avez les neuropathies acquises. C'est le cas donc des neuropathies métaboliques, toxiques, carentielles, inflammatoires. Et malheureusement, il y a des formes idiopathiques. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi certaines personnes font une neuropathie. Donc, il y a une diversité étiologique qui impose une démarche méthodique et l'identification de la cause oriente le traitement et le pronostic. Les neuropathies héréditaires, on ne va pas trop insister là-dessus. Il y a le cas de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Il y a toute une kyrielle de neuropathies de ce type-là. Il y a la neuropathie amyloïde familiale, les autres neuropathies génétiques. Voilà, on ne va pas trop insister. On va plutôt aller vers les neuropathies acquises parce que c'est les plus nombreuses. Et parmi les neuropathies acquises, vous avez les neuropathies métaboliques. Les métaboliques dans lesquelles vous allez retrouver le diabète. Vous avez la neuropathie liée à l'insuffisance rénale chronique, les neuropathies liées aux dysthyroïdies, notamment l'hypothyroïdie. Vous avez les causes toxiques hein, avec les médicaments, l'alcool, les métaux lourds et les causes carentielles. Donc, ça, c'est très important dans notre contexte où il y a des personnes qui prennent de l'alcool, qui ne mangent pas suffisamment et qui
vont déclencher ce type de neuropathie. Vous avez les neuropathies dysimmunitaires, telles que le syndrome de Guillain-Barré et la polyradiculonévrite inflammatoire démyélisante chronique. Et vous avez les causes infectieuses, n'oubliez pas, avec l'infection à VIH, la diphtérie, la maladie de Lyme. Donc, il faut faire un mot sur la neuropathie diabétique qui touche environ 50% des diabétiques à long terme. Avec une distribution qui est plutôt longueur dépendante, c'est-à-dire que ça va intéresser les extrémités surtout. La neuropathie de l'insuffisance rénale chronique chez les dialyses, vous voyez que chez les insuffisants rénaux chroniques, on peut retrouver ces neuropathies, mais ces neuropathies peuvent être améliorées partiellement sous dialyse. Et sûrement, ça donne des neuropathies sensitives et distales. Et vous avez les dysthyroïdies, notamment l'hypothyroïdie, qui peut donner des neuropathies sensitives et l'hyperthyroïdie également. Pour les causes toxiques, vous voyez, il y a plusieurs types. Il y a la chimiothérapie qui peut provoquer des neuropathies, notamment la vincristine, la cisplastine, le taxane. Ça donne surtout des neuropathies sensitives, dose dépendantes. Vous avez les antibiotiques comme le métronidazole qui peut donner également des neuropathies. Les antiviraux, la stavudine, le didanosine. Les toxiques industriels comme le plomb, l'arsenic, les solvants et l'alcool, bien sûr, qui peuvent aussi être à l'origine. Les neuropathies carentielles, la carence en vitamine B1, d'accord, qui peut donner un certain nombre de manifestations qui peuvent intéresser soit le système nerveux central, mais également le système nerveux périphérique, avec la polyneuropathie sensitivo-motrice, mais aussi l'encéphalopathie. Les carences en B12, l'anémie pernicieuse, le syndrome de malabsorption, qui donne aussi une symptomatologie qui est à la fois centrale et périphérique, et le cas aussi de la carence en vitamine E. Pour ce qui est des neuropathies dysimmunitaires et inflammatoires, c'est le cas typique, le cas anecdotique, c'est le syndrome de Guillain-Barré, qui va donner donc une polyradiculoneuropathie démyélinisante aiguë, dont l'évolution est ascendante, rapide. Souvent, on peut la retrouver en post-infectieux ou parfois en post-vaccinal. Et c'est une urgence, on va dire, neurologique potentiellement létale. Vous avez les polyradiculonévrites inflammatoires chroniques. C'est une forme chronique qui évolue par poussée ou progression, avec un déficit qui ressemble au déficit qu'on retrouve dans les polyneuropathies longueur dépendante, mais qui est très sensible donc aux immunoglobulines et aux corticoïdes. Vous avez le cas des neuropathies multifocales à bloc également, et les vascularites qui peuvent aussi donner des cas de mononeuropathie multiple avec des douleurs vives et un déficit brutal. Les causes infectieuses des neuropathies, vous avez les infections virales, avec en premier l'infection à VIH qui peut donner une neuropathie distale. Parfois, c'est le virus lui-même, parfois, ce sont les médicaments. Et vous avez le zona, la névralgie post-ostérienne, le cytomégalovirus. Pour les infections bactériennes, la lèpre qui reste la neuropathie la plus fréquente en Inde, hein, ça reste la première cause de neuropathie. C'est vrai qu'ici, on trouve des cas. Hein. Sous d'autres cieux, ça existe. Je ne sais pas si c'est... Bon, il faut quand même une vérification. Peut-être que ça a changé. Bon, ensuite, la maladie de Lyme, donc la radiculonévrite, la diphtérie, qui donne une neuropathie tardive. Donc ici, c'est une invasion directe du nerf par les virus, hein, ou les bactéries, ou bien par action de neurotoxines, avec une réaction immunitaire croisée, parfois par compression, par abcès. Vous n'oubliez pas le cas des neuropathies paranéoplasiques qui accompagnent souvent les cancers à petites cellules, cancers pulmonaires à petites cellules, parfois aussi les thymomes et les lymphomes. 5% des cancers donc, de ce type-là s'accompagnent d'une neuropathie paranéoplasique. Et souvent, la neuropathie paranéoplasique précède même la survenue du cancer en lui-même. Alors, ensuite, que dire maintenant en matière de traitement? Quels sont les objectifs thérapeutiques? Il faut dire qu'il faut d'abord traiter la cause sous-jacente. Je pense que chacun des cliniciens doit s'évertuer à savoir qu'est-ce qui a provoqué la neuropathie. Il ne s'agit pas simplement de soulager le patient, mais de savoir
qu'est-ce qui a été à l'origine du problème? Et est-ce que ce problème-là peut être pris en charge? D'accord? Si c'est un problème métabolique, comme dans le diabète ou autre, il faut corriger les déséquilibres. Supprimer les agents toxiques, c'est une intoxication qui a provoqué. Il faut supprimer les agents toxiques. Il faut traiter aussi les pathologies associées. Maintenant, deuxièmement, bon, ma connexion est instable. Bon, enfin. Il faut soulager les symptômes. D'accord? Si le patient a une douleur neuropathique, il faut la traiter, améliorer les troubles neurovégétatifs, maximiser le confort du patient et préserver la fonction. Si c'est les pieds, il faut préserver les pieds pour qu'ils soient le plus longtemps possible autonomes. D'accord? Peut-être qu'il va falloir lui prescrire même des chaussures particulières. Enfin, il faut avoir une vision large de la prise en charge. Il faut prévenir les complications secondaires. S'il ne sent pas bien, il peut faire des maux perforants plantaires, etc. Donc, il faut faire attention. Réadaptation fonctionnelle adaptée, éduquer le patient. D'accord? Autosurveillance des complications. Le patient doit être informé de sa maladie et de comment faire pour éviter les complications. D'accord? Donc, il faut vraiment un travail, n'est-ce pas, de dialogue avec le patient, échange franc avec le patient. Il ne faut pas dire ça va aller, ça va aller. Il faut lui dire ce qu'il y a et de quelle manière vous allez le prendre en charge. Alors, donc, le traitement étiologique, donc comme je l'ai dit tantôt, si c'est une neuropathie métabolique, ça peut être la nécessité de contrôler la glycémie, ça peut être peut-être la thyroïde, donc il faut équilibrer au niveau thyroïdien, ou bien il faut faire une dialyse en cas d'insuffisance rénale chronique, ou bien si c'est l'éthylisme, un sevrage alcoolique. Pour les neuropathies carentielles, il faut une supplémentation vitaminique. Donc, je vois souvent dans les neuropathies, on met à tout le monde des vitamines. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut mettre seulement. Donc, supplément, c'est dans les causes carentielles. Correction des malabsorptions, nutrition parentérale si nécessaire, régime alimentaire adapté. Dans les causes dises immunitaires, il y a les immunoglobulines intraveineuses, il y a la corticothérapie, les échanges plasmatiques, les immunosuppresseurs, sachant que dans notre contexte, c'est le numéro 2 là, que nous utilisons beaucoup, corticothérapie. Alors qu'il n'est pas toujours efficace dans certaines de ces polyradiculoneuropathies, notamment le Guillain-Barré. Quoique. Donc, en ce qui concerne le traitement pharmacologique de la douleur, vous voyez qu'on commence par le bas. Traitement de première ligne, avant d'aller au traitement de deuxième ligne, et enfin de troisième ligne. Donc, ici, là, les antalgiques classiques ne marchent pas dans les douleurs neuropathiques. Ce n'est pas la peine de mettre du paracétamol, etc. Ça ne va pas marcher. D'accord? Généralement, on peut faire aussi des associations de molécules aux mécanismes d'action complémentaires. Par exemple, le traitement de première ligne. Vous voyez qu'on a mis antidépresseurs et anti-épileptiques. C'est ce qui marche. Donc, en première intention, devant une douleur, une personne qui a une neuropathie, vous allez utiliser soit des antidépresseurs, soit des anti-épileptiques. Vous pouvez faire ça thérapie, ou bien dans la même classe-là. Ensuite, si ça n'a pas marché maintenant, vous allez au traitement de deuxième ligne, avec bien sûr les tramadol, patch de lidocaïne, etc. Et quand ça ne marche pas maintenant, on va au traitement de troisième ligne, opioïdes forts. Mais très souvent, on peut avoir gain de cause dès le traitement de première ligne. D'accord? Donc, maintenant, les traitements de première ligne, là, vous allez voir les antidépresseurs, là, c'est les tricycliques essentiellement. Mais par exemple, l'amitriptyline, vous voyez, ça commence à de 10 à 150 mg par jour. Donc, si vous mettez 5 mg, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une dose thérapeutique. Il faut commencer à 10 à 150. Okay? Les inhibiteurs de la recapture de la et de la noradrénaline, c'est le duloxétine et la verlafine, et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine que vous connaissez bien, que vous utilisez tous les jours, ça c'est de 20 à 40 mg par jour. Donc,
Ces antidépresseurs agissent en modulant les voies descendantes de la douleur via l'inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Leur effet analgésique est indépendant de leur action antidépressive et survient plus rapidement. Donc, c'est plus rapide. Souvent, on vous demande, mais pourquoi vous mettez ces médicaments? Le patient n'est pas déprimé. C'est parce que c'est l'effet antidouleur neuropathique qui est recherché ici. Ce n'est pas une dépression. Toujours dans ces médicaments de première ligne, vous avez les gabapentinoïdes avec la prégabaline. La prégabaline, la dose, c'est de 150 jusqu'à 600 mg. D'accord? Et cette prégabaline, donc, c'est par la liaison à la sous-unité alpha-2 des canaux calciques que ça va avoir un effet antidouleur en réduisant la libération des neurotransmetteurs. Donc, ce sont des médicaments qui sont vraiment dédiés à la douleur neuropathique et peuvent avoir gain de cause essentiellement en utilisant donc, ces médicaments. Et en pratique, c'est ce qu'on découvre. Hein, en pratique, on a vraiment, avec ce type de médicaments, beaucoup d'effets bénéfiques. Et je crois que sur le plan international, on recommande vraiment cette molécule-là dans la prise en charge de première ligne. Deuxièmement, vous avez la carbamazépine et les dérivés. Donc, ce sont des antiépileptiques, mais c'est surtout dédié à la névralgie du trijumeau. Vous savez que la névralgie du trijumeau, donc, ça donne des douleurs parfois très insomniantes et il faut souvent passer par la carbamazépine pour arriver à ces fins. Et puis, les autres antiépileptiques, la motrigine, topiramate, la cosamine. Donc, retenez ici la prégabaline, qui est vraiment ce qui est recommandé actuellement. Ensuite, bon, dans les deuxième, troisième ligne, vous avez les opioïdes et autres analgésiques. Bon, en général, Professeur, nous vous entendons plus. Est-ce que ça va toujours, votre connexion? Allô, professeur? Je pense qu'il faudra le collègue. Il y a probablement un problème de connexion. Et, et effectivement, Ouais. docteur, je pense qu'avec la qualité de l'enseignement que nous sommes en train d'avoir, tout le monde doit être impatient de poser 1000 questions. On vous rassure, chers collègues, vous qui êtes en ligne, que nous allons rentrer en contact très rapidement avec le professeur pour qu'il revienne le plus vite, continuer la formation. Sinon, répondre à vos doléances, pour ne pas dire vos questions. Je pense qu'en attendant le retour du professeur, nous allons déjà enchaîner rapidement avec la solution Strides, ou pour ne pas dire les solutions Strides, dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, comme nous l'a montré le professeur Christian Napon, que je veux me permettre quand même de rappeler. C'est vrai qu'il n'est pas en ligne. Au départ, on ne l'a pas dit. Le professeur Christian Napon, c'est un enseignant chevronné. Vous pouvez voir, il est chercheur et professeur en neurologie. Il exerce au Burkina Faso, où il est l'actuel président de la Société burkinabé de neurologie. Donc, il reviendra dans quelques minutes. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas de nous les poser dans le chat box, le chat box ou le Q&R. De là, nous allons les récupérer et nous allons les transmettre au professeur qui vous apportera des réponses certainement durant cette formation. Michael, est-ce que tu es en ligne? Oui, Rudy, tu m'entends? Vous m'entendez?
On t'entend très bien. Merci de partager. Je me permets de vous dire, chers partenaires, vous qui êtes en ligne ce soir, Michel Kouaté, c'est notre collaborateur, notre collègue qui travaille, qui est basé à Douala, au Cameroun, à Douala, précisément à Yaoundé, je voulais dire, excusez-moi. Précisément, il va nous faire la présentation des solutions Strides dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Merci Michel de nous partager ton écran et de présenter les produits. Merci, merci Rudy, et merci à tous nos invités, n'est-ce pas, de ce soir pour ce rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne, n'est-ce pas, la science. Et nous avons suivi avec brio, malgré les aléas, n'est-ce pas, de la technologie, le professeur Christian, qui nous a bien étayé sur la neuropathie douloureuse depuis la symptomatologie, le diagnostic et l'approche thérapeutique. Alors, aujourd'hui, les laboratoires Stride par ma voix, n'est-ce pas, va vous présenter les différentes solutions, n'est-ce pas, qu'ils mettent à votre disposition pour pouvoir traiter avec efficacité cette douleur neuropathique. Lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, la prévalence aujourd'hui, près de 40% de personnes aujourd'hui se plaignent de la douleur neuropathique. Et comme l'a dit le professeur, c'est une douleur qui altère la qualité de vie des patients. Donc, les laboratoires Stride, donc, comme je le disais, ont une panoplie de Michel, médicaments. es-tu en train de partager ton écran? Oui, On ne voit docteur pas encore Habib, ton écran. il est partagé. Vous l'avez? Il est en train de Ok, venir. je prends. Pas encore, mais il arrive. Ok. C'est bon? Ah, c'est bon, là, c'est bon. Très bien. Donc, j'étais en train de parler de l'épidémiologie de la douleur neuropathique. Aujourd'hui, de par le monde, environ 7 à 10% de la population mondiale souffre, n'est-ce pas, des douleurs neuropathiques. Et pire encore, les patients diabétiques vont développer encore cette neuropathie douloureuse et dont la prévalence se situe autour de 30 à 40%. Le professeur Christian nous a dit qu'il y a plusieurs étiologies, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de la survenue des douleurs neuropathiques. Ça peut être sur le plan métabolique, une dysthyroïdie, ça peut être des maladies métaboliques comme le diabète, ça peut être sur le plan infectieux, n'est-ce pas, l'infection au virus de l'hépatite C, au VIH, et même sur le plan traumatique, des lésions de la moelle épinière. Et donc, cette pathologie, cette douleur neuropathique altère la qualité de vie des patients et par conséquent, il est important d'apporter une solution pour que les patients puissent être soulagés et vaquer à leurs occupations. Alors, les laboratoires Stride qui font dans la recherche et le développement, aujourd'hui, a une panoplie de solutions qu'elle vous propose. Le professeur l'a si bien dit tout à l'heure, vous savez, le traitement est très bien codifié par les sociétés savantes. En première ligne, on va utiliser, n'est-ce pas, les gabapentinoïdes, on va utiliser les anticonvulsivants. Et parmi ces anticonvulsivants, vous avez la prégabaline. Donc, ici, je me permets de vous dire tout simplement que les laboratoires Stride sont très heureux d'introduire sur le marché pharmaceutique, n'est-ce pas, sa marque de prégabaline sous le nom de Striprega. Est-ce que vous avez mon écran? Parce que ça ne défile pas chez moi. Est-ce que vous avez mon écran? On n'a que la première slide. Ça n'a pas bougé. D'accord. Je reprends. Reviens en mode non-diapo. Là... Reviens en mode non-diapo. D'accord. Je reviens en mode non-diapo. C'est bon. Ah, ça ne bouge pas? Ah, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, docteur. Reviens en mode non-diapo rapidement. D'accord. Je reviens en mode non-diapo rapidement. Oui. Et effectivement, là, c'est bon. D'accord.
Alors, je disais donc que la solution des laboratoires Stride que nous apportons aujourd'hui. C'est parti, on a perdu ton écran. En fait, on a toujours la première slide, on n'est pas sur la deuxième. OK. Est-ce que c'est bon maintenant, la deuxième? Là, c'est bon, on est sur la deuxième. Bien. Alors, donc, je disais, par rapport aux recommandations des sociétés savantes, et comme l'a si bien dit le professeur Christian, il y a une classe de médicaments aujourd'hui dont tous les experts sont d'accord là-dessus. C'est les gabapentinoïdes avec comme chef de file la prégabaline pour traiter et soulager les souffrances des patients qui souffrent des douleurs neuropathiques. Alors, les laboratoires Stride ont donc le plaisir d'introduire sur le marché pharmaceutique africain aujourd'hui sa marque de prégabaline qui est commercialisée sous le nom de Striprega, pour dire la prégabaline des laboratoires Stride. Eh bien, en termes de composition, Striprega, c'est de la prégabaline avec deux dosages sur le marché pharmaceutique, le 75 mg et le 150 mg. Donc, les indications sont celles que vous connaissez mieux que nous. C'est la prise en charge des douleurs neuropathiques d'origine diverse, que ce soit dans leurs manifestations cliniques, n'est-ce pas, les douleurs à type de sensation de brûlure, de sensation de picotement. La posologie initiale est de 75 mg qu'on peut prendre matin et soir et pouvoir porter cette posologie à une posologie supérieure par rapport à la réponse clinique, n'est-ce pas, de vos patients. Donc, on peut aller de 75 mg 2 fois par jour jusqu'à une dose maximale de 600 mg de prégabaline par jour par rapport, n'est-ce pas, à la tolérance et à la réponse clinique du patient. Donc, vous avez sur le marché pharmaceutique Striprega 75 mg boîte de 30 et Striprega 150 mg boîte de 30. C'est des médicaments qu'on ne doit pas utiliser chez la femme allaitante et chez la femme, n'est-ce pas, en état de grossesse. Et Striprega aujourd'hui améliore de manière significative les plaintes de vos malades. Douleur, docteur, je ne dors pas, j'en ai mal, je suis très anxieux. Et cette étude donc, a permis de montrer une amélioration significative au niveau, n'est-ce pas, de la douleur, de la qualité du sommeil et de l'anxiété chez vos patients. Alors, j'en profite pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, lorsqu'on associe la méthylcobalamine à la prégabaline, on a un bénéfice additionnel. Et le bénéfice additionnel est reconnu par des sociétés savantes parce que la méthylcobalamine, c'est la forme active de la vitamine B12 qui est très efficacement, n'est-ce pas, et qui est efficace et très utilisée dans la régénération de la gaine de myéline, ce qui permet une bonne fonctionnalité du nerf. Donc, en associant la prégabaline à la méthylcobalamine, on soulage les symptômes, n'est-ce pas, de la neuropathie douloureuse et on améliore la conductibilité de l'influx nerveux. J'en profite pour vous dire tout simplement que cette association de prégabaline plus d'améthylcobalamine commercialisée par les laboratoires Stride partout en Afrique francophone est commercialisée sur le brand name de Renerve P. P pour peine, P pour prégabaline. Dans chaque, c'est la forme gélule, dans chaque gélule de Renerve P, vous avez 75 mg, n'est-ce pas, de prégabaline et 700 microgrammes de méthylcobalamine pour traiter toutes les douleurs, n'est-ce pas, neuropathiques d'origine diverse. La posologie de Renerve P également, c'est une gélule 1 à 2 fois par jour qu'on peut augmenter les doses par rapport à la réponse du patient et sa tolérance jusqu'à un maximum de 600 mg, n'est-ce pas, de prégabaline par jour. Notons pour conclure tout simplement que le mécanisme d'action de la prégabaline, comme l'a dit le professeur Christian, c'est un ligand de, n'est-ce pas, du alpha-2 delta des canaux calciques au niveau des terminaisons nerveuses des neurones qui va donc réduire l'entrée du ion calcium et par conséquent réduire la transmission, n'est-ce pas, des neurotransmetteurs et faciliter donc le soulagement rapide et durable de vos patients. Pour ce,
Merci pour votre attention. Nous restons disposés pour toutes vos préoccupations concernant les solutions de Stripe et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Michael, je pense, pour cette brillante présentation. Et en l'associant bien sûr avec l'exposé du professeur Christian, bien que nous étions vers la fin, j'ose croire que tout le monde a beaucoup de questions, tout le monde veut avoir des préoccupations et des réponses. C'est dans cette logique qu'on demande à chacun de nous de poser vos préoccupations dans le chat box. Nous voyons, certains ont déjà envoyé. On va redemander au professeur, est-ce qu'il est déjà en ligne? Professeur, vous êtes là? Allô, professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, oui, je suis en ligne. Merci. D'accord. Professeur, après que la connexion, je comprends, généralement nos contrées, on a souvent des problèmes de connexion, mais bien que la technique nous a fait un tout petit peu de fond, nous savons que vous étiez vers la fin. Strides a enchaîné avec les solutions, nos solutions dans la prise en charge des douleurs neuropathiques dont vous étiez en train de brillamment parler. Et par là, il y a beaucoup de partenaires qui ont posé des questions dans le chat box. Là, vous pouvez voir, je vais commenter. Bonjour, c'est Madame Fatou Sam qui dit bonjour, est-ce qu'il serait possible d'avoir le replay sur le lien? Bon, d'accord, Madame Fatou, elle est gynéco au Sénégal. Donc, on va travailler pour essayer de vous envoyer le lien de la communication. Rudy? Et docteur Habib? Est-ce que nous pouvons voir, professeur, ces dernières slides, s'il veut les partager? Peut-être qu'il y a quelques dernières slides avant sa conclusion qu'il voulait partager avant les questions-réponses. D'accord. Professeur? Dans ce cas, j'arrête mon partage. Effectivement, Voilà. Michael. Allô, professeur, vous nous entendez? Oui. Oui. Voilà. On peut continuer? Voilà, s'il vous plaît. Merci. Si vous avez un moniteur qui est branché, il faut débrancher le moniteur pour avoir le plein écran. Le plein écran. Le moniteur d'écran, voilà, c'est ça. Maintenant, comme tout à l'heure, je pense qu'on peut se mettre en diaporama, plein écran. Donc, c'est en bas, complètement. Descendez le curseur en bas, totalement. Descendez, bougez le curseur vers le bas, toujours. Voilà, c'est parfait. Merci. Voilà. On peut continuer? Allô? Oui, oui, professeur, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Merci. Oui. Nous vous entendons pas. Donc, on a vu un peu l'approche pharmacologique. Oui. C'est parfait. Bon, je peux y aller? Bon, Oui, professeur, on nous vous entend. entendons. S'il vous plaît. Hein? Oui, professeur, vous pouvez continuer. On vous entend très bien. Ok, très bien. Donc, c'est vrai que l'approche pharmacologique joue un rôle très important, notamment dans la prise en charge de la douleur neuropathique. Mais nous avons vu dans les manifestations cliniques qu'on pouvait avoir aussi des déficits moteurs. Et là, il faut associer donc à cette prise en charge de la douleur neuropathique de la kinésithérapie pour prévenir les rétractions, pour renforcer au niveau musculaire, pour rééduquer la proprioception et réadapter à la marche. Suivant. On n'arrive pas à défiler les diapos. Quittez le mode diapo. Quittez un peu en mode diapo. Bon, je peux peut-être conclure tout simplement.
C'est parfait, ça bouge maintenant. Ça Voilà, bouge. donc ça bouge. Voilà. Et toujours dans cette approche non pharmacologique, on a aussi l'ergothérapie qui sert donc à permettre à la personne de pouvoir avoir un aménagement à domicile avec des aides techniques pour s'adapter un peu à la situation dans laquelle elle est et également rééduquer la dextérité. On a d'autres approches non pharmacologiques comme la stimulation électrique transcutanée qui sert surtout à permettre donc de résoudre le problème des douleurs parfois réfractaires au traitement pharmacologique avec des séances quotidiennes de 20 à 30 minutes par des appareils portables pour utilisation à domicile. C'est efficace sur certaines douleurs neuropathiques. Et selon la sévérité, maintenant, les indications, quand vous êtes devant une neuropathie débutante, il faut tout faire, si vous avez pu identifier la cause, traiter étiologiquement la cause et ensuite prévenir la progression. Parce que je pense que lorsque vous avez pu identifier la cause et elle est accessible avec une surveillance clinique régulière et donc, de la prise en charge. Quand la neuropathie est modérée, on associe au traitement étiologique un traitement symptomatique et une rééducation fonctionnelle et des aides techniques adaptées. Quand la neuropathie est sévère, bon, il faut avoir une approche pluridisciplinaire, une adaptation du mode de vie avec un traitement intensif des complications, éventuellement l'évaluation du handicap. Et ce sont des patients qui vont demander un suivi à plus ou moins long terme. La première consultation sert surtout à l'évaluation initiale, à savoir le score de sévérité clinique. Et c'est pourquoi donc les questionnaires sur la qualité de vie, sur la force motrice, etc., sont importants sur la DN4 pour avoir une évaluation initiale. Ensuite, un suivi régulier doit être mis en place avec des adaptations posologiques dépendant donc de l'évolution de la maladie, et la surveillance des effets indésirables, la réévaluation des objectifs thérapeutiques et surtout mettre l'accent sur l'optimisation thérapeutique, à savoir est-ce qu'on peut faire des associations médicamenteuses raisonnées pour améliorer la qualité de vie et soulager surtout le patient. Est-ce qu'il faut aussi aller vers d'autres consultations pluridisciplinaires et évaluer les résultats au fur et à mesure et surtout mettre l'accent sur la satisfaction du patient et rechercher toujours le rapport bénéfice-risque dans toute la prise en charge. En conclusion, il faut retenir que la neuropathie, l'idéal, c'est qu'on puisse la diagnostiquer précocement. Donc, il faut savoir reconnaître les signes d'alerte. Et très souvent, une neuropathie commence par des troubles sensitifs, des paresthésies qu'il faut savoir reconnaître et déjà avoir la puce à l'oreille et commencer la prise en charge. Plus on prend en charge précocement le patient, plus on a de bons résultats. La recherche étiologique est très importante avec des investigations ciblées pour un traitement adapté parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un traitement symptomatique, mais de savoir qu'est-ce qui est à l'origine et de prendre en charge cette étiologie. Et puis, n'oubliez pas que l'approche doit être toujours multidisciplinaire. Donc, on va dire en gros que les neuropathies périphériques constituent un groupe hétérogène d'affections qui nécessite une approche diagnostique et thérapeutique personnalisée. Chaque patient est une entité à part entière. L'identification précoce de la cause et le traitement adapté sont essentiels pour limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients. Et je vous remercie. Quelques références. Et je vous remercie pour votre attention. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde de là où nous sommes, on est content, malgré les quelques soucis techniques que nous avons connus, mais votre message est très bien arrivé et surtout, cela se justifie par les multiples questions que nous avons dans le QNR. Et par là, professeur, je me permettrai, je vous ai présenté pendant votre absence, de le rappeler quand même à tout le monde, professeur Napon Christian est chercheur et enseignant chevronné au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Il est l'actuel président de la Société
burkinabé de neurologie. Donc, professeur, nous avons une série de questions qui vous sont destinées. Parmi ces questions, je vais commencer par Jafet Kamaté, qui pose la question de savoir quelle différence existe entre les polyneuropathies et les neuropathies multiples. Professeur? Professeur, vous avez suivi la question? OK. La différence, correction instable. La différence entre neuropathie et polyneuropathie. On m'entend? Effectivement, nous vous entendons très bien, professeur. Voilà. Disons que quand on parle de neuropathie, c'est un peu générique. D'une manière générale, les neuropathies, en général, on considère que ce sont les neuropathies périphériques. Et dans les neuropathies périphériques, il y a plusieurs sous-ensembles. Il y a les polyneuropathies, où alors vous avez des signes qui sont distribués de façon symétrique et bilatérale au niveau des deux parties du corps. En général, c'est une distribution qui est plutôt distale, va progresser de façon ascendante. On va remarquer que la distribution des signes est quasiment symétrique entre la droite et la gauche. Et la progression se fait de façon synchrone. Voilà. Maintenant, parmi les neuropathies aussi, vous avez les mononeuropathies tout court. Les monos intéressent un tronc nerveux, et le nerf cubital, le nerf sciatique poplité externe, etc. Donc, c'est des troncs nerveux qui sont touchés. Et vous avez aussi, parmi les neuropathies, ce qu'on appelle des mononeuropathies multiples, où vous avez plusieurs troncs nerveux qui sont intéressés, mais de façon asymétrique et asynchrone. Donc, en fait, et vous avez aussi le cas des polyradiculonévrites ou neuropathies, où là, vous avez une distribution à la fois distale et proximale des déficits. Généralement, c'est des déficits moteurs, mais ça peut être aussi des déficits sensitifs. Mais au lieu que ce soit une distribution purement distale, elle est à la fois, elle intéresse les ceintures et les parties les plus distales du corps. Donc, on va dire que neuropathie, c'est le terme générique qui regroupe à la fois polyneuropathie, mononeuropathie, mononeuropathie multiple et polyradiculoneuropathie. Merci, professeur. Oui, nous en avons encore un peu plus beaucoup de questions, mais je vais aller rapidement. Il y a le docteur Bosako qui vous remercie pour cette belle présentation et par la même occasion, il souhaite comprendre le mécanisme, par quel mécanisme les toxines botuliques agissent sur la douleur neuropathique. La toxine botulique. OK. Donc, je peux répondre. Alors, la toxine botulique a un effet inhibiteur sur le système nerveux central. Donc, ça va empêcher l'activité cholinergique. Ça va donc avoir un effet un peu apparenté à l'effet qu'a le GABA sur donc, le système nerveux. Donc, il y aura un effet inhibiteur sur la douleur neuropathique. Et c'est dans ce cadre-là que la toxine botulique peut être utilisée. Donc, ça inhibe l'activité, disons, des neurotransmetteurs susceptibles d'entraîner donc les phénomènes algiques. D'accord. Mais encore une fois, c'est utilisé en dernière... Oui? Non, vous pouvez continuer, professeur. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. C'est souvent utilisé en dernier recours lorsqu'on n'a pas eu gain de cause avec les traitements de première ligne et de deuxième ligne. D'accord. Il y a, je pense, M. Moïse, si je prononce bien son nom, Agossou,
qui aimerait distinguer le syndrome de Guillain-Barré à une neuropathie centrale. À une neuropathie? Centrale. Comment est-ce que c'est possible que vous puissiez distinguer le syndrome de Guillain-Barré à une neuropathie centrale? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par neuropathie centrale. Est-ce que c'est une atteinte du système nerveux central? C'est dire que le système nerveux central, comme je l'ai dit, il joue un rôle de commande et le système nerveux périphérique joue le rôle d'exécution de la commande du système nerveux central. Et donc, ce n'est pas du tout la même présentation. On dit que dans l'atteinte du système nerveux central, on a souvent ce qu'on appelle la dissociation automatico-volontaire, où vous avez effectivement un déficit, mais avec une levée de l'inhibition sur le tonus et les réflexes. Et sur le plan clinique, on va retrouver dans l'atteinte centrale une atteinte, un syndrome pyramidal, donc c'est-à-dire une augmentation des réflexes et une augmentation du tonus. Alors que quand vous avez une atteinte périphérique, vous avez tout qui va vers le négatif, c'est-à-dire vous avez le déficit moteur, vous avez l'hypotonie, vous avez l'hyporéflexie ou la réflexie. Donc, généralement, c'est la présentation clinique, surtout à l'examen physique, que l'on peut avoir, on peut distinguer en fait l'atteinte centrale de l'atteinte périphérique. Et bien sûr, après, vous avez l'imagerie, l'électroneuromyographie qui vous permettent davantage de confirmer ou d'étayer votre hypothèse. Mais sur le plan clinique, généralement, on arrive à faire la différence entre l'atteinte centrale et l'atteinte périphérique. D'accord, professeur. Un spectateur anonyme, bon, puisqu'il n'a pas mis son nom, qui vous apprécie beaucoup votre communication, le spectateur vous a trouvé très brillant là-dessus, mais néanmoins, il a eu une préoccupation. Il veut savoir quelle conduite à tenir devant un patient qui présente les symptômes de la neuropathie. Par là, il cite des fourmillements, des parasthésies, des sensations de chaleur et quelle prise en charge? Surtout lorsque la douleur n'est pas associée. Lorsque la douleur n'est pas associée. Oui. Bon. Ce sont des manifestations d'une maladie nerveuse, une neuropathie. Ce n'est pas toutes les paresthésies qui sont d'origine nerveuse, et que c'est associé à un examen physique qui vous oriente vers une atteinte nerveuse périphérique, ben, la prise en charge, bien sûr, se fera chez le spécialiste qui est le neurologue, qui va essayer davantage de comprendre votre problème et de surtout rechercher l'étiologie, savoir qu'est-ce qui a provoqué ça et voir dans quel cadre il peut le mettre. Est-ce que c'est une polyneuropathie? Est-ce que c'est une mononeuropathie multiple? Est-ce que c'est une polyradiculoneuropathie ou bien une mononeuropathie? Donc, c'est au neurologue de pouvoir identifier quelle est la forme clinique que vous avez et quelle est l'étiologie. Mais au plan du traitement symptomatique, ça va s'adresser au même traitement que nous avons donné, c'est-à-dire les médicaments de première ligne d'abord, c'est-à-dire comme la prégabaline. Voilà. Donc, on commence toujours par ce qui est donc prescrit, ce qui est recommandé en première intention. Et puis, ben, si on n'a pas gain de cause, on évolue. Mais on commence toujours par ce type de traitement. D'accord, professeur. Rudy, je peux apporter une contribution? S'il te plaît, vas-y, Oui. Michael. Très bien. Donc, comme le dit le professeur Christian, une neuropathie périphérique, d'ailleurs, le médecin, le panéliste qui a posé la question le dit si bien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de composante de douleur. Et les laboratoires Stride, n'est-ce pas, dans son développement, une gamme, n'est-ce pas, des produits qui prennent en charge tout type de douleur, tout type de neuropathie. Les neuropathies périphériques sans douleur, les neuropathies avec douleur et même la prévention, n'est-ce pas, des complications du diabète.
Et donc, la gamme des produits que nous avons, que nous disposons, on a Renerve Plus, qui est une composition de vitamines neurotoniques, d'antioxydants, qui sont utilisés pour traiter les neuropathies périphériques. Le nom de ce produit, c'est Renerve Plus. C'est des multivitamines, c'est des antioxydants, n'est-ce pas, très utilisés pour pallier aux problèmes de neuropathie où le patient ne développe que, n'est-ce pas, des signes sensitifs, n'est-ce pas, je peux parler ici des fourmillements, des paresthésies, des engourdissements des extrémités, à la posologie d'une gélule par jour. Maintenant, lorsque la neuropathie est douloureuse, comme on l'a si bien vu tout à l'heure, nous avons deux solutions. Nous avons Renerve P, qui associe la prégabaline et la méthylcobalamine, qui est l'autre appellation de vitamine, n'est-ce pas, B12, et Renerve plus BT, qui permet, n'est-ce pas, d'éloigner le patient diabétique des complications de son diabète. Parce qu'on sait que le patient diabétique qui est dans une situation d'hyperglycémie constante va pouvoir développer tôt ou tard des complications de son diabète, c'est-à-dire une rétinopathie, une néphropathie ou alors une neuropathie. Et donc, Renerve plus BT, c'est un complexe de vitamines, d'éléments assez importants pour le patient, de pouvoir dévier les 3 sentiers, n'est-ce pas, de glycation avancée qui sont nocifs pour le patient diabétique et qui attaquent les micro-vaisseaux avec comme complication la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. Donc, pour me résumer, on a une gamme de produits très disponibles sur le marché pharmaceutique africain. Renerve Plus pour les neuropathies périphériques, Renerve P pour la douleur neuropathique et Renerve plus BT pour prévenir les complications du diabète chez le patient diabétique. Et on en a aujourd'hui enrichi cette gamme avec de la prégabaline seule qui est commercialisée sous le nom de Striprega avec le dosage de 75 et le dosage de 150, ce qui me permet rapidement de répondre à une question qu'un participant a posée. Dans la fiche de Renerve P, on ne demande pas de dépasser 300 mg de prégabaline par jour. Et dans notre communication, on a dit la dose maximale de prégabaline est de 600 mg par jour. Je dirais donc à ce participant que Renerve P contient 75 mg de prégabaline et 1500 microgrammes de méthylcobalamine. Alors, pourquoi on s'arrête à 4 gélules pour Renerve P? Parce que la dose maximale de méthylcobalamine est entre 4500 microgrammes et 6000 microgrammes. Donc, si le patient a 300 mg de prégabaline n'a pas de satisfaction, n'a pas de soulagement, et que le clinicien voudrait aller à 600 mg, nous lui donnons l'opportunité de switcher sur Striprega avec le 150 qui offre déjà une meilleure observance parce qu'il prendra une gélule le matin, une gélule le soir s'il veut 300 mg, 2 le matin, 2 le soir s'il veut 600 mg. Et à ce moment, il peut donc aller jusqu'à 600 mg de prégabaline par jour. Donc, j'en profite pour apporter cet élément de réponse à une question qui m'a été adressée. Et donc, je viens de répondre. Merci. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Michael, pour cette contribution supplémentaire. Je pense que tout le monde a compris. Et par là, on essaie juste de dire, il y a eu une préoccupation sur le prix de Renerve P et Renerve Striprega pour les collègues qui sont au Burkina Faso. Merci de noter le nom de Fidel Nitiema. Monsieur Fidel Nitiema est très intéressé par le prix de Renerve P et Striprega. Rapprochez-vous de lui pour lui donner le prix exact au Burkina Faso. Professeur Christian, nous avons quelques questions supplémentaires avant de finir. Professeur, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, professeur. Il y a un participant qui est très intéressé de savoir est-ce qu'il est possible d'associer les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les sélectifs COX-2, avec les antidépresseurs dans la prise en charge des neuropathies. Bon, normalement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas d'indication dans les neuropathies périphériques. Peut-être dans les radiculopathies, éventuellement en rapport avec les atteintes
vertébrale. Donc, on peut éventuellement associer des anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires non stéroïdiens n'a pas vraiment d'efficacité. Comment du type prégabaline, de type autre antiépileptique, de type antidépresseur, qui ont vraiment une efficacité. Donc, ça ne va pas beaucoup lui servir d'associer un anti-inflammatoire non stéroïdien dans une prise en charge de neuropathie périphérique. OK, d'accord, professeur. C'est bon? Je pense que oui, allô? Allô? Docteur Oui. Habib, je voulais dire quelque chose. Allô? Non, non, c'est bon. Je pense que nous avons eu une très belle présentation aujourd'hui, malgré toutes les difficultés techniques. S'il y a une dernière question avant la Docteur, conclusion de cette réunion, ce serait bien. Voilà. Tu m'entends, Rudy? Vous m'entendez? Effectivement, Can you oui, hear me? docteur. Effectivement, Allô? nous en avons. Allô, docteur Habib, Rudy, nous vous entendons très, très bien. Est-ce que vous m'entendez aussi? Voilà. Oui, là, je vous entends très bien. Donc, je D'accord. propose qu'on prenne une dernière question. Pour toutes les questions qui ont été posées, il y en a beaucoup. Nous allons bien entendu faire un suivi, voir ce qu'on pourra partager avec le professeur et ce qu'on pourra envoyer par mail à tous nos invités après cette réunion pour répondre à chacune des questions. Voilà. Donc, D'accord. vu qu'on a aussi les contraintes de temps, je voudrais que tu prennes une dernière question. Peut-être, vous pouvez regarder le chat box, professeur, et prendre une Effectivement, dernière question. effectivement, Oui, docteur, il y a docteur, deux questions qui se répètent un peu, si vous me permettez. En fait, il y en a voilà, deux qui se répètent. exact. Il y a une qui est destinée à Strides et il y a une autre qui est destinée au professeur. Je pense qu'elles se répètent, Voilà, ça très veut bien. dire que certainement l'audience a Voilà, besoin de ce cette sera réponse. bon. Au OK, Strides, c'est il y a parfait. quelqu'un qui veut savoir quel est le mécanisme d'action, par quel mécanisme d'action la méthylcobalamine régénère la gaine de myéline. Ça, c'est la question qui est destinée à Strides. Pour le professeur, quelle est la durée sous prégabaline pour un résultat significatif dans la prise en charge de la neuropathie? bien Rudy, je pense que le premier volet de la question peut être répondu. Je peux apporter des éléments de réponse. Est-ce que vous m'entendez? Effectivement, on t'entend très bien, Michael. Tu peux aller. Bien. Donc, la question du participant est celle de savoir comment la méthylcobalamine contribue à la régénération de la gaine de myéline. Alors, il faut noter que chez des patients qui ont un taux élevé d'homocystéine, qui est une acide aminé nocif dans l'organisme, l'acide folique, qui est la vitamine B9, plus la méthylcobalamine vont jouer un rôle de cofacteur dans l'organisme de ces patients pour transformer, n'est-ce pas, l'homocystéine en un acide aminé bénéfique, qui est la méthionine. Et la méthionine donc, va poursuivre son processus de dégradation pour, à la fin, s'associer au groupement méthyle qui est offert par la méthylcobalamine et former de la lécithine, qui est le principal constituant de la gaine de myéline. Et donc, la gaine de myéline qui avait été dénaturée, la gaine, n'est-ce pas, du neurone qui avait été dénaturée, ce qu'on appelle la démyélinisation, se reforme normalement et il y a une bonne conductibilité de l'influx nerveux. Donc, c'est par ce processus, n'est-ce pas, qu'on aboutit à la régénération de la gaine de myéline à partir de l'homocystéine, qui est un acide aminé nocif. Donc, voilà le processus de régénération de la gaine de myéline, qui est bien connu, n'est-ce pas, par les scientifiques. Donc, d'où l'apport, n'est-ce pas, bénéfique de la méthylcobalamine. Et c'est pour ça que nous disons, Renerve P soulage la douleur, qui est d'ailleurs la plainte du patient, et améliore la conductibilité nerveuse, parce que la méthylcobalamine permet la régénération de la gaine de myéline. Voilà la réponse à cette question. Professeur, à vous. Oui, euh, comme je l'ai dit dans la présentation, donc c'est un traitement
qui va donc avoir pour but de soulager la douleur neuropathique. Et comme on l'a dit, chaque patient est une entité à part entière. La neuropathie, on va dire elle peut revêtir plusieurs formes cliniques. Elle peut avoir des étiologies différentes. Et en fait, la durée du traitement va dépendre de tout cela. Ça va dépendre de la cause de la neuropathie. Ça va dépendre aussi du type de neuropathie et également de l'entité en lui-même. C'est la personne, comment elle réagit au traitement, comment elle tolère le traitement. C'est la raison pour laquelle le suivi est vraiment capital pour pouvoir réévaluer le traitement et voir comment réadapter les doses en fonction donc de la réponse au traitement. Sinon, on peut aller dans un premier temps. Je pense que moi, en général, je prescris le traitement. Je revois le patient dans les 2 semaines qui suivent pour réévaluer comment ça va. Et éventuellement, je peux continuer le traitement et tout en recherchant l'étiologie. Et ça va dépendre de... Alors, si le patient me dit qu'il est soulagé et que je n'ai pas encore mis la main sur la cause de son problème, je suis obligé de maintenir mon traitement symptomatique. Alors, donc, il n'y a pas un délai précis, mais déjà, le premier mois, c'est sûr que je le fais, en ayant en tête que plus un traitement dure, plus il y a les phénomènes d'accoutumance qui peuvent se mettre en place. Donc, mais dans tous les cas, c'est au médecin de réévaluer et de voir vraiment avec son expérience et avec la réponse au traitement et avec le type de neuropathie auquel son patient a affaire, d'évaluer le traitement et de voir si ça doit durer 1 mois ou 3 mois. Voilà. Donc, c'est un peu difficile de répondre à une telle question. Voilà. C'est au cas par cas. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Comme a dit le docteur Habib tout à l'heure, nous sommes vraiment dans la mesure de temps que nous devons essayer de respecter pour les autres qui sont dans d'autres parties du monde, comme nos collègues qui sont en Inde. Il fait très tard là-bas, mais ils sont restés en ligne pour continuer à participer à cette formation très alléchante. Donc, moi, personnellement, je m'appelle Rudy Bati, je suis assistant manager des projets pour le compte des laboratoires Strides. Je vais laisser la parole au docteur Habib, qui est le vice-président de Strides, pour son mot de clôture. Merci beaucoup Rudy. Merci à tous. Encore une fois, toutes nos excuses pour tous les désagréments lors de ce webinaire. Ce sont les aléas du direct avec la technologie. Je voudrais très sincèrement, au nom du laboratoire Stride, remercier, cher professeur Napon, vous remercier pour votre patience, mais aussi pour cette intervention exceptionnelle que nous avons eue ce soir. Nous avons l'habitude de faire beaucoup de réunions sur les neuropathies, mais je peux vous dire que c'est l'une des plus belles et je pense que beaucoup nous ont demandé votre présentation et beaucoup de questions également. Nous avons également beaucoup de sites où des salles en live suivent cette présentation à travers l'Afrique. Plus de 400 personnes donc, ont suivi cette intervention et je pense que cette présentation qui a été à la fois claire, rigoureuse et de très haut niveau scientifique a été grandement appréciée par l'ensemble des participants. Votre capacité à vulgariser les concepts complexes, vraiment, cette capacité à vulgariser ces concepts qui sont pourtant tellement complexes, tout en conservant une grande précision technique, a fortement contribué à la réussite de cet événement. Nous sommes vraiment même pressés peut-être d'avoir encore une autre réunion de ce niveau. Je suis sûr qu'il sera également très attendu par tous. Donc, merci pour le temps que vous avez consacré à cette réunion. Et nous serons vraiment très ravis d'avoir à nouveau d'autres réunions de ce genre dans le domaine de la neuropathie pour le plus grand bénéfice de toute la communauté médicale en Afrique francophone. Donc, pour ceux qui sont encore en ligne et ceux qui sont présents dans les salles, bonne soirée. Vous avez eu vraiment une chance exceptionnelle, je peux vous dire, que le professeur Napon nous a fait aujourd'hui une performance de très haut niveau. Nous vous remercions grandement, professeur. Et à tous, excellente soirée. Merci beaucoup à vous. En attendant
de vous revoir. Merci beaucoup, professeur. Thank you all. Thank you Merci all bien. from India, from all other countries in Africa, and looking forward for some other meeting. Donc, à très, très bientôt à tous et bonne soirée. Merci, professeur. Merci, docteur. Merci bien. Merci, Dr. Big. Merci, professeur. Bonne soirée à tous. Professeur. Bonne Bonne soirée. soirée. Thank you, Michael. Thank you, Ruby. Merci.